Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon cher ami Elio Avila Munoz à nouveau sur le podcast. La première discussion qu'on avait eue tous les deux avait beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de retours dessus. Celle-ci a été assez enflammée, on a discuté d'argent et ça a été très enrichissant pour moi, en tout cas je le sais. Et je pense que ça pourra t'intéresser toi aussi. On va discuter de la relation d'un YouTuber ou d'un créateur de contenu entre transmettre un message et faire de l'argent. Où est-ce qu'il se place un petit peu là-dessus et où est-ce que nous on se place là-dessus. On va se poser des questions. Combien d'argent est assez d'argent? Est-ce qu'il y a un montant fixe ou est-ce qu'on cherche toujours en fait juste la croissance en tant qu'être humain? Alors on commence par discuter de YouTube et de création de contenu, mais on part très vite dans des sujets parallèles auxquels n'importe qui peut s'apparenter. On va discuter de pourquoi on veut toujours plus d'argent et de choses dans la vie, comment peut-être essayer d'éviter de tomber dans ce piège. On va discuter de la relation entre notre bonheur et les possessions matérielles, tout comme avec le statut qu'elles peuvent nous attribuer, et de comment est-ce qu'on va inévitablement s'habituer à notre niveau de vie et au niveau de bonheur qui nous procure, et ainsi pourquoi il est dangereux d'augmenter son style de vie. En tout cas, on va donner notre avis là-dessus. On va parler de notre relation personnelle avec l'argent, on discute de comment on peut ou on pourrait utiliser ces augmentations d'argent pour augmenter notre bonheur, mais pas que le nôtre en l'occurrence, parce qu'on va aussi terminer sur un débat si oui ou non on aimerait bien, lui et moi, recevoir 1 million d'euros en un claquement de doigts. Et voilà, notre conclusion à la fin de ce petit débat a été en tout cas très enrichissante pour moi. Et voilà, je suis très content de cette discussion. Je devrais pouvoir aller à Barcelone au mois de mars, donc tout bientôt, où Elio habite en ce moment. Et on pourra enregistrer d'autres épisodes en face à face, comme celui-ci qui a été enregistré chez moi au début janvier quand Elio était en Suisse. Donc si ce genre de discussion te plaît, nous, on adore être stimulé, on adore discuter. On le fait de toute façon, qu'on soit enregistré ou pas. Donc là, on a décidé d'enregistrer comme tu vas l'entendre. Donc voilà, n'hésite pas à nous donner des thèmes de discussion ou des questions assez larges sur lesquelles tu penses qu'on pourrait se renvoyer la balle et que ça serait intéressant et qu'on puisse te partager notre échange à ce propos. Donc n'hésite pas à nous laisser tout cela sur ericflack.com/20 où tu pourras laisser un commentaire à propos de cet épisode. Voilà, sans plus attendre, voici notre discussion avec Elio Avila Munoz. Est-ce que l'argent c'est bien, Eric? Je propose qu'on reparte sur le début de notre réflexion. Comme ça, on peut la retracer. Et j'ai introduit vite fait le truc. Bon, du coup, là, ça fait plusieurs jours que Elio, t'as vu, mec, je prends un peu ma voix de podcasteur tout d'un coup. T'as vu? J'ai changé un tout petit peu la tonalité, t'as vu? Ouais. C'est marrant. Bref, on était en train de parler dans ma cuisine avec Elio parce qu'il est chez moi depuis plusieurs jours. Et souvent, on a des petites discussions comme ça qui pètent, qui sortent de nulle part. Et puis on s'enflamme comme ça les yeux dans les yeux et on parle d'un sujet pendant genre 25 minutes. C'est trop stylé. Et puis là, au milieu du sujet, je lui dis « Elio, mec, vas-y, on coupe, on s'enregistre, on dénature complètement notre discussion maintenant qu'on est écouté par plein de gens, tu vois. Mais on fait ça pour la bonne cause, tu vois. C'est le challenge. C'est le challenge. Et juste pour revenir sur ce dont on voulait parler, en fait, on voulait parler de notre relation avec l'argent. On parlait de création d'entrepreneuriat, de youtubeurs et tout ça. Ouais. Mais par extension, ça s'applique vraiment à tout le monde selon moi parce qu'il y a plein de concepts underlying comme ça en dessous auxquels on peut appliquer ça et je pense que ça pourrait parler à plusieurs personnes. C'est obligé. En vrai, tu me parlais d'une femme que je connais pas qui fait des vidéos. T'étais interpellé par son business model. Est-ce que tu veux résumer un petit peu en 2 mots, cette youtubeuse, elle s'appelle Tatiana Ventose. Elle fait des vidéos dans lesquelles elle fait aucun placement de produit, dans lesquelles elle vend aucun de ses produits ou services à elle. Et je me posais un peu la question, j'ai partagé cette vidéo à un pote et il m'a fait « Mec, cette meuf, elle fait 0K, en gros. » Et ce que je lui ai répondu, c'est que, ok, elle fait 0K, mais elle tisse une relation de confiance avec son audience en ayant genre des discussions qui sont transparentes. Et d'après moi, ça a une valeur qui, si Tatiana décidait de la transformer en valeur monétaire, quelque part, si le jour où elle décide de monétiser sa chaîne et de vendre un produit ou un service, toute cette confiance qu'elle a tissée avec son audience, elle va se traduire quelque part en argent. Et ensuite, avec Eric, du coup, avec toi, on se posait un peu la question de savoir est-ce que on a meilleur temps en tant que créateur de contenu à partir du moment où notre objectif, c'est parce que tu vois, tu peux décider, est-ce que tu crées du contenu parce que ton but c'est de, je sais pas, faire passer un message ou créer un truc qui va être vu par le maximum de personnes, ou est-ce que ton but c'est de générer du cash? Et si ton but, qu'est-ce qu'on avait dit? Ou de trouver quelque chose entre deux, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mettons ces deux choses à l'opposé du spectrum. Ouais. D'un côté, c'est max thune. D'un côté, c'est max message, mais je vis dans la rue.
Je pense que ce côté-là, la plupart du temps, on l'évite. Ouais. Mais En l'occurrence, elle était entre deux parce elle a un Tipeee, en fait, où elle est soutenue, en fait, par ses abonnés. Je crois, elle génère par mois environ 2500 €. C'est juste des dons. Donc Tipeee, c'est que des dons. Plus les publicités YouTube qui doivent quand même, si elle fait des centaines de milliers de Évidemment. vues, Je sais forcément. pas si elle met des pubs. Bon, j'ai Adblock, moi, donc. Ouais. Ouais. Tu soutiens pas ça me saoule. Ouais, moi, je t'avoue que Ah, moi aussi j'ai Adblock. Hein. T'inquiète, j'ai Adblock et j'en veux absolument personne qui met Adblock. C'est vraiment purement personnel et voilà. Toi, où tu te demandais, mais Moi, je me suis dit, à partir du moment où son objectif, c'est juste de faire de l'audience, eh ben, est-ce qu'elle a meilleur temps parce que, en fait, je lui ai envoyé un audio et pendant que j'envoyais l'audio, je me suis retenu de le lui dire parce que je voulais lui dire, Tatiana, ok, t'as fait une vidéo dans laquelle tu disais que tu voulais pas faire de placement de produits, mais est-ce que t'as déjà pensé à vendre tes propres produits et services parce que ton message, il est cool et à mon avis, ça pourrait, et là, j'avais envie de lui dire, ça pourrait t'aider à étendre ton audience si tu veux de vendre des produits et de commencer à faire de l'argent avec ta chaîne. Mais en fait, non, parce qu'elle fait déjà des centaines de milliers de vues. elle en fait déjà de l'argent, c'est ce qu'elle va te répondre, tu vois, ou c'est ce qu'elle va penser. Ouais, elle va penser ça, ou alors peut-être que simplement son goal, tu vois, c'est pas nécessairement de faire de l'argent. Tu vois, son goal, c'est peut-être voilà, comme on disait avant, bien sûr, c'est toujours un entre-deux, il faut faire un peu d'argent, on a besoin de manger, mais peut-être qu'elle, ce qu'elle vise, c'est justement de vendre son message, de transmettre son message au plus grand nombre de personnes différentes possible. Et de là, on s'était demandé, est-ce que si toi, ton but en tant que créateur, c'est purement l'élargissement de ton audience, est-ce que tu as meilleur temps de ne faire aucun placement, de vendre aucun produit, de ne rien vendre à ton audience et de te focaliser uniquement sur la création de contenu et du coup de tisser une relation quelque part en or avec tes abonnés parce qu'ils voient que tu fais pas de pub et ils kiffent ça, ou alors est-ce que tu as meilleur temps de faire des placements, faire des trucs, vendre des produits et ensuite de réinvestir l'argent que tu as généré à travers ça dans des promotions et histoire de mettre ton contenu en avant, payer genre, je sais pas, des chaînes YouTube pour qu'ils parlent de toi. Avoir plus de thunes pour faire des plus gros concepts, des vidéos qui marchent mieux, etc. Ouais. Tu vois, il y a plein de youtubeurs qui font des gros concepts où ils donnent des thunes, tout simplement, sous différentes formes. Ouais. Ça marche très bien, ça leur fait gagner encore plus de thunes. Et du coup, moi, je t'avoue, c'est vraiment une question qui me hante, mais que je me suis vraiment posé cette question, en fait. Quel est le rapport de l'argent là-dedans? C'est peut-être pas une motivation extraordinaire, mais ça n'empêche que avoir de l'argent, ça t'aide à atteindre différentes choses. Enfin, c'est justement ce qu'on se disait, c'est que toute personne, typiquement pour prendre le cas que nous on connaît, parce que oui, on parle beaucoup de ça, parce que c'est notre vie en fait, quand même beaucoup, les youtubeurs, les créateurs de contenu, ils sont tous un petit peu amenés à se poser la question de ok, où est-ce que je place l'argent dans mes objectifs là-dedans, et puis où est-ce que je place l'argent dans le pourquoi est-ce que je fais mon travail. Parce que quand tu fais ça depuis un petit moment et que tu arrives à t'en sortir, mettons une fois que tu as atteint ton niveau de j'arrive à manger, payer mes factures et mon loyer, ce qui est un énorme objectif et ce qui est vraiment très gratifiant d'y arriver, mais à partir de là, est-ce que tu te reposes, moi c'est la question que j'ai dû me poser, ou est-ce que ensuite tu te positionnes dans pourquoi est-ce que je continue, tu vois, et tu vois certains youtubeurs aujourd'hui qui sont extrêmement populaires, qui ont des millions d'abonnés, des millions de vues, qui continuent de pousser beaucoup au niveau commercial, au niveau tout ça, et tu te dis ok, bah les mecs du coup ils ont déjà 2-3 millions par mois, tu te dis, ils cherchent à faire 4 ou 5 plutôt. Et moi, j'ai du mal, enfin, je me demande quelle est la réflexion là derrière, et il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de réflexion. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais ça m'intrigue énormément, tu vois, vraiment. Bah, je pense pas, quand je dis je pense pas qu'il y ait de réflexion, c'est que je pense en fait simplement, t'as besoin de toujours te poser la question, c'est quoi le next goal? Tu vois, genre nous, les êtres humains, on est fait toujours pour... on est dans une situation, disons la situation A, c'est la situation A du point de vue professionnel, bah disons c'est combien tu gagnes en faisant quoi, en y mettant combien de temps par semaine, et t'es constamment en train de te dire ok, je suis dans A et moi je veux me mettre dans la position B, et la position B elle est hypothétiquement selon tes propres standards meilleure que la position A, et la plupart des gens se disent ok, aujourd'hui je fais je sais pas 10K par mois grâce à mon travail sur YouTube, et à partir de maintenant ok, ça me suffit pour vivre. Mais comment est-ce que je m'améliore professionnellement? Du coup, bah, il faut que je fasse 11K, ou alors il faut que je fasse 12K. Et au bout d'un moment, ils utilisent l'argent comme une métrique, quelque part, comme un espèce de marqueur de est-ce que ton business marche bien ou est-ce qu'il marche pas bien. Et c'est un peu le marqueur par défaut, parce que il est extrêmement facile à mesurer et c'est clair et net. C'est comme les likes sous une publication Instagram. C'est écrit, clair et net. La différence avec les likes, normalement, c'est que les likes, tout le monde les voit, et l'argent, normalement, il y a surtout toi qui le vois, sauf que t'en es conscient. Clairement, tu vois, au bout de chaque mois, c'est X euros ou de plus ou de moins, entre guillemets. Et c'est vrai qu'en fait, j'y pense, mais dans un emploi complètement normal, la plupart des gens, ils aspirent
à grader, ils aspirent à avoir des promotions qui riment avec plus d'argent, et c'est ce genre d'objectif qui peut te driver beaucoup dans une carrière plus conventionnelle, on dira, de grimper les échelons. Sauf que là, on parle d'une durée, enfin tu vois, sur YouTube concrètement, ce genre de milieu qui est assez exponentiel, ça peut entre guillemets exploser du jour au lendemain, alors qu'une carrière conventionnelle, normalement, ce qui en fait la grandeur, c'est que le mec il a mis 20-25 ans pour choper 4 promotions, et que c'est à partir de là qu'il a percé, il a percé entre guillemets. Et donc là on est projeté dans un... C'est difficile de se contenter en tant qu'être humain, de se dire ok, c'est bon, c'est en termes absolus, si je me compare aux autres, si je me compare à ce que j'ai fait avant, c'est mieux que ce que j'ai jamais fait. Mais est-ce que du coup je m'arrête là maintenant? En fait tu peux pas t'arrêter parce que t'as besoin de regarder ton chemin, ta route, et puis de te dire ok, aujourd'hui je suis dans une meilleure situation qu'hier. C'est juste, enfin c'est un peu l'idée classique, tu vois, genre si je sais pas, si depuis que t'as 18 ans, à tous tes anniversaires on t'offre une Mercedes ou une Ferrari, disons, pour avoir un exemple encore plus frappant, et qu'à tes 25 ans je t'offre une moto, eh ben même la moto elle vaut 20 000 euros, toi tu vas recevoir ta moto, tu vas être dégoûté parce que tu auras l'impression d'avoir genre régressé. Et t'as besoin de te trouver une métrique et de te dire ok, je suis sur l'ascendant en fait, je suis en train de monter. Et c'est ça qui génère de l'émotion positive, c'est de te dire putain, je suis mieux qu'hier, je suis en train de prendre la bonne direction. Ça quelque part valide en fait tes actions, ça te fait dire ok, les actions que j'entreprends, elles sont justes parce qu'elles me permettent de devenir quelque chose de meilleur selon ton propre standard. Est-ce que l'argent c'est le bon standard? Comme tu l'as très bien dit, c'est hyper simple à calculer parce que tout le monde gagne de l'argent. L'argent c'est un truc que tout le monde comprend. Est-ce que du coup le standard pour un créateur de contenu, ça pourrait être l'audience, c'est peut-être un autre standard qui est assez simple à comprendre pour les créateurs de contenu, ou est-ce que ça pourrait être quelque chose d'autre encore, comme c'est le cas pour Tatiana, et c'est ce qui me fait un peu réfléchir, est-ce que ça pourrait être du coup ton impact sur le monde? Parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est des vidéos qui sont engagées d'un point de vue psychologique et politique, on va dire quelque part, mais ce qui est drôle avec cette youtubeuse, c'est qu'elle n'est pas engagée politiquement dans un sens. En fait, elle traite juste des sujets sur sa chaîne. Elle fait pas partie d'un parti, si je me trompe pas. Je vais pas dire d'erreur. Mais elle traite juste de sujets d'actualité. Et en fait, elle les discute, en fait, tout simplement. Puis elle pose un peu le pour et le contre. Donc souvent, elle a une position qu'elle va défendre parce qu'elle trouve qu'un truc qui s'est passé n'est pas forcément normal. Mais peut-être que c'est ça, son marqueur à elle. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est super dur là-dedans, c'est que tu dis oui, tu peux choisir comme métrique la portée de ton message, toucher les gens, etc. Comment est-ce que Comment tu le mesures? Quel feedback tu mesures à ce niveau-là parce que t'as envie d'être... Mec, t'as envie de progresser à ce niveau-là, du coup tu mesures. C'est pour ça qu'on se rabat sur le nombre de vues, le nombre d'abonnés, parce qu'évidemment, le nombre de vues est quand même fortement corrélé avec le nombre de personnes qui vont entendre ton message. Bien sûr. Regarde, je vais te dire un truc. Vas-y, tu vois, t'as fait une vidéo, un challenge 1000 pompes. C'était en mars, sauf erreur, début du confinement. Ouais, avril. En avril. Et assez rapidement, t'as atteint, dépassé le 1 million de vues. Ok? Ouais. Est-ce que cette vidéo, elle t'a autant nourri en tant que, je dis pas nourri physiquement, est-ce qu'elle t'a fait autant de bien? Est-ce que t'as passé, disons, autant de temps à lire les commentaires de cette vidéo que les commentaires de ta vidéo où t'as été faire ta retraite au sud de la France, où t'as été te poser des questions sur la vie, etc. et t'as partagé ça avec des gens? Ouais, c'est un bon exemple. Moi, en tout cas, je sais que des fois, tout le monde voit où tu veux en venir, et je suis d'accord avec toi. Je poste une vidéo en ligne, et je poste une vidéo, et je sais pas, j'ai fait, ma chaîne YouTube, elle est partie un peu dans tous les sens en 2020, mais des fois, j'ai posté 3 vlogs. Quand je postais un vlog, je lisais les commentaires, parce que j'ai pas des tonnes de commentaires, mais je voyais les commentaires et ils me nourrissaient pas. Je me disais, les gens, tu vois, il y a un côté un peu prétentieux en vlog, c'est vas-y, je fais une journée, tiens, bouffez ma journée, et puis c'est stylé, ça vaut votre temps. Exact. Alors que j'ai fait d'autres vidéos où, j'ai vraiment essayé de faire en sorte de passer un message stylé, où là, je voyais les commentaires, et déjà, tu vois, le niveau, il est différent, les gens, ils sont plus engagés, ils t'écrivent des trucs plus développés, et tu te sens 1000 fois mieux, et limite, tu le sais, même avant de poster la vidéo, que les commentaires vont être plus stylés, parce que t'es fier de ton travail, et tu sais que ça vaut quelque chose. Donc quelque part, c'est peut-être une manière de la mesurer. Tu le remarques via le retour de ton audience, en fait, qu'il y a un truc stylé. Après, là, on s'éloigne un peu du sujet de l'argent, parce qu'on parlait de trucs hyper stylés sur l'argent avant. Mais c'est dur de revenir sur la discussion originale. C'est dur, mais du coup, on partait, en fait... Après, on est parti un petit peu dans cette optique de, ok, cette créatrice ne fait pas de placement de produit, de placement comme ça, parce qu'un placement de produit, du coup, concrètement, c'est tu parles d'une compagnie ou d'un produit pendant 1 minute 30 au début de ta vidéo, et tu reçois X euros, X milliers d'euros, on va le préciser clairement, en l'échange de cette promotion. Et c'est là qu'on était parti un petit peu sur le côté, en fait, une fois que tu commences à faire des placements,
tu up ton game à la fin du mois. Si tu as fait 2 placements à, mettons, 3 000 €, tu as fait 6 000 € de plus ce mois-ci. Est-ce que tu acceptes vis-à-vis de toi-même, psychologiquement, vis-à-vis du nombre clair et net monétaire à la fin du mois suivant, de ne pas faire ces 2 placements et de te retrouver à -6 ou peut-être même à -5, sachant que tu aurais augmenté en parallèle autre chose. Et c'est là qu'on se demandait, est-ce que tu peux commencer et arrêter? C'est ça. Ah oui, ouais, c'est ça. En tout cas, tu peux le faire, mais si tu vas le faire, tu auras la même sensation que ce dont on parlait, du coup, un bodybuilder, un mec qui s'est dopé en musculation et qui tout d'un coup, il arrête de se doper. Il fournit le même travail, il bosse tout autant d'heures à la salle dans sa semaine, tout comme le youtubeur qui arrête tout d'un coup les placements, il passe tout autant d'heures à faire des vidéos, mais tout d'un coup, il arrive à la fin du mois et puis au lieu de faire 10K, il a fait 4K, tu vois, parce qu'il a 6 000 € de moins. Et psychologiquement, c'est dur. On revient, tu vois, au même exemple, le mec qui s'est fait offrir une Ferrari à chacun de ses anniversaires et tout d'un coup, on lui offre une moto. L'impact psychologique, il est dur, tu vois. Si ce youtubeur, au lieu de faire ses 2 placements et de se faire 6 000 € supplémentaires ce mois-ci, il avait décidé quelque part de renforcer sa relation avec son audience en ne faisant pas ses placements, c'est une chose qui peut se permettre de faire seulement dans la mesure où il est déjà capable de gagner sa vie, parce qu'il faut bien sûr payer ton loyer, tes factures, les assurances, etc. À ce moment-là, il a un tracking quelque part réel et authentique de sa progression en tant que créateur de contenu. Il peut voir son mois, j'en sais rien, de juin, dire ok, au mois de juin, j'ai fait 4 000 € et au mois de juillet, j'en ai fait 4 500. Mais je sais que j'ai fait ces 4 500 parce que j'ai renforcé une relation avec mon audience qui regarde plus mes vidéos, par exemple, qui est plus engagée, qui met plus de likes, de commentaires, donc mes vidéos sont mieux mises en avant. Peut-être que j'ai un site internet dont je parle pas nécessairement dans mes vidéos, mais je le laisse juste dans la description et je vends 1 ou 2 formations, des trucs comme ça. Et du coup, les gens achètent plus parce qu'ils me font plus confiance. Donc, je suis passé de 4 000 à 4 500, mais quelque part, c'est l'augmentation de mes revenus est directement liée et est causée par l'amélioration de ma relation avec mon audience. Et ça, c'est une stratégie qui paye sur le long terme. Parce que tu sais que si tu améliores la relation avec ton audience, ça peut que monter, tu vois. Alors que s'il est monté de 4 000 à 10 000 parce qu'il a fait 2 placements de produits dans le mois, il se dit, ok, j'ai gagné 6K de plus, mais j'ai gagné 6K de plus parce que j'ai pété le... Non. Des fois, des placements de produits peuvent très bien faire. Très souvent bien faits. Bien sûr, mais j'ai quelque part, il y a plein de gens, moi j'ai un placement de produit. Est-ce que c'est de la valeur ajoutée pour celui qui regarde? Je suis pas sûr. C'est ça. Et comme tu l'as très bien dit, t'as le placement de produit d'une minute 30 qui arrive, tu es en mode rapid fire sur le... tu le tapes sur ton téléphone à droite pour vite passer 60 secondes, tu vois. Exact. Et là, tu n'ajoutes pas de valeur à ton audience quelque part, et puis il y en a que ça peut un peu déranger, si tu veux, ce truc-là. Et du coup, tu te retrouves à la fin de ton mois, t'as fait 10K, et comme tu l'as très bien dit, est-ce que t'arrives à ne pas refaire tes 2 placements? Parce que si t'en fais un seul, tu vas que faire 3K supplémentaires, donc tu vas te faire peut-être 7K, et peut-être même tu vas t'en faire un peu moins, parce que t'as des gens, ils vont être un peu saoulés des placements, et ils vont, je sais pas, moins regarder tes vidéos, parce qu'ils disent, ouais, il y a la pub, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, mais il y a des gens, ils sont très mal à l'aise avec l'idée des placements de produits, ça existe. Donc... Et c'est peut-être comme ça que tu peux éventuellement... Je dis comme ça, comme si c'était ultra grave, tu vois, mais tomber dans la spirale infernale de... T'es obligé de maintenir ce genre de choses, ta relation avec ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment pas mauvais en soi de faire des placements de produits, au contraire, d'autant plus, ça aide énormément de youtubeurs à gagner leur vie comme ça, parce qu'il y en a plein, sans ça, ils peuvent pas manger, et c'est vraiment, vraiment parfait. Mais c'est là que j'en viens à me poser des questions parfois de pourquoi les gros youtubeurs continuent encore et toujours et ne relèvent jamais le pied. En fait, j'ai l'impression qu'ils lèvent pas le pied pour certains. Et c'est là qu'on en était venu par extension, en dehors de peut-être certaines de ces choses. On parlait du fait, par exemple, tu sais, cette histoire de niveau de vie, tu vois, quand tu as un certain niveau de vie et à nouveau on va traduire le niveau de vie en peut-être combien d'argent par mois ça te coûte de maintenir ton niveau de vie. Si tu as une grosse voiture, elle consomme beaucoup d'essence, etc. Ça demande de l'entretien. Pour plein d'autres choses pareil, si tu as l'habitude de voyager tout le temps, continue de voyager tout le temps, c'est pareil ça. Et tu m'as parlé de ton pote qui est confortable financièrement mais qui roule dans une voiture pas extraordinaire, qui a quand même quelques symboles, tu m'avais dit... Je rigole, parce que... du coup, je rigole pas, j'ai montré Eric du doigt, parce que c'est aussi ton cas, tu vois. Genre, tac, ta caisse, elle pue la merde. En vrai, elle pue pas la merde, non, mec. Mais moi, je dis pas que c'est mal, hein. Moi, j'ai eu... Je dis, toi, le jour où j'ai vu Spot, c'est la première fois que je l'ai vu, et qu'il arrive avec sa caisse de merde, j'ai mon niveau de respect pour lui qui a fait +1. Parce que je me suis dit, le mec, il a capté... Parce que du coup, c'est des questions que... Est-ce que du coup, quand t'augmentes ton niveau de vie nécessaire, parce que c'est bien, parce que c'est intelligent de te mettre à augmenter ton niveau de vie quand tu commences à gagner plus d'argent, je sais pas, je pense qu'on arrive à peu près à la même conclusion, toi et moi, mais la réponse, c'est dangereux, c'est délicat. Dangereux, ouais, c'est ni bien ni pas bien, mais c'est quelque chose
c'est hyper délicat. C'est exactement ce que je me disais l'autre jour vis-à-vis de ma voiture, parce que ma voiture, concrètement, j'ai une Clio, elle roule très bien, elle fonctionne, elle m'amène du point A au point B, je peux mettre des trucs dans le coffre, tout va bien, tu vois, je peux aller à l'entraînement avec, il y a mes parallettes à l'arrière. J'en demande pas beaucoup plus, tu vois. Mais je me suis fait cette réflexion l'autre jour, c'est que j'ai été plus ou moins influencé ces derniers temps par mon entourage de peut-être m'acheter une plus belle voiture, tu vois. Parce ton que entourage, t'entends les mecs qui ont fait HEC avec toi ou bien? Ouais, mon entourage, ma copine, certains de mes amis, certaines de ces personnes qui forcément, quand tu commences à avoir un peu de succès financier, certains symboles du succès financier apparaissent dans l'esprit de tout le monde, en fait, de ton entourage, de toi-même. Claire. C'est quoi ces symboles? C'est une grosse montre, c'est une belle voiture, c'est un bel appart, c'est faire des soirées, être bien habillé, ce genre de symboles, en tout cas matériels, on dira, qui surgissent. Et il m'est arrivé en tête l'idée de peut-être m'acheter une voiture qui coûte cher une fois, tu vois. Je me suis dit, une Tesla, c'est quand même stylé dans l'idée, tu vois. Je regarde quelques vidéos sur YouTube, ça arrive sur ensuite c'est suggéré dans mes trucs, je me dis, elle est quand même jolie cette voiture. Et l'autre jour, je conduisais ma caisse, j'allais au sport, je crois, où je rentrais du sport, et je m'arrête à un feu rouge. Il y avait deux voies comme ça, et il y avait deux feux rouges du coup, une voie qui allait vers la gauche ou vers la droite plus loin, et moi j'étais sur la voie de gauche et il y a un mec à côté de moi sur la voie de droite, et je me dis merde, il faut que je me mette sur la voie de droite pour pouvoir me mettre en présélection plus tard. Et je me dis alors je regarde le feu, et dès que ça passe au orange, je démarre comme un fou pour pouvoir essayer de le dépasser, et de me mettre devant et puis pas le gêner, tu vois, parce que j'ai pas envie de devoir mettre mon clignot et attendre 3 heures que quelqu'un me laisse passer. Et du coup, au feu orange, j'appuie sur... je l'ai déjà fait, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu toute cette réflexion. Je démarre assez vite comme ça. De toute façon, le mec à côté, tu vois, il était, je sais pas, sur son téléphone ou j'en sais rien, il a pas démarré, tu vois. Il y avait pas besoin d'avoir une grosse voiture pour lui passer devant, tu vois, parce que les gens font pas la course. En tout cas, ici en Suisse, au feu rouge, il y a pas des concours de Fast and Furious tous les jours, tu vois. Mais du coup, je démarre, j'accélère et j'accélère en première, deuxième, et j'accélère vite, tu vois. C'est une vieille Clio et je me dis, putain, en fait, elle accélère quand même bien ma voiture. Et là, ça m'a fait tilt dans ma tête, c'est que j'ai jamais mis les pieds dans une voiture qui accélère, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que ma voiture, ensuite, je me suis posé la question, mais en fait, si je dois aller du 0 au 100 avec ma voiture, ça me prend genre 40 secondes, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, on balance des 2, 3, 5 secondes, comme si ça faisait une différence, tu vois, cruciale et vitale. Et je me suis dit, mais est-ce que si un jour je m'achète, parce que là ma voiture, tu vois, elle m'a coûté 2000 €, tu vois, ça fait 3 ans que je l'ai, elle va très bien. Je me dis, si du jour au lendemain je passe à une voiture qui coûte super cher en comparaison de ça, est-ce qu'en fait j'ai pas simplement up mon niveau de vie pour toujours, et que c'est ma nouvelle baseline de bonheur, entre guillemets, à défaut d'un meilleur terme. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait c'est super dangereux de me dire... Ça. En vrai, ce serait, je pense, tu te visualises, tu vas acheter ta caisse, je sais pas, tu t'achètes ta voiture à 35K et tu roules pendant une semaine avec, t'es content, la semaine d'après, t'es un peu moins content, mais t'es toujours content parce qu'elle est jolie ta caisse. 3-4 semaines après. T'as tes potes qui montent dedans, hop, t'as un petit boost à nouveau. Exact, ouais. Après, tes potes, ils l'ont un peu sali parce qu'ils te respectent un peu moins, tu vois. Et genre, au bout de 2 mois, ta caisse, tu rentres dedans, est-ce que toi, quand tu rentres dans ta voiture, est-ce que t'es en mode kiff, ma caisse elle est stylée? Non, pourtant les premières fois que t'es monté dedans, t'étais content de ta caisse. C'est la première fois que j'avais une voiture, tu vois. Ouais, voilà, mais ça te fera la même chose. C'est la première fois que t'auras une Tesla, et du coup tu vas rentrer dans ta Tesla au bout de 2 mois et tu vas te dire, c'est juste ta caisse, en fait, c'est juste normal, c'est ta caisse. Ouais. Et le problème, si tu veux, c'est que t'aurais tendance, si tu rentres dans cette logique, à faire ça avec absolument tout. Parce que la question de la Tesla, je me la suis posée moi aussi. Genre, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis dit, vas-y, je m'achète une Tesla, et j'étais sur le site de Tesla, parce que tu peux les vraiment les commander en ligne. J'ai aussi été sur le site, tu vois, pour regarder, tu vois, forcément. Et t'arrives sur le site et puis tu te dis, genre, c'est comme de commander un iPhone, mec. Tu personnalises le truc, c'est trop marrant. C'est bien fait. Ouais. Et de là, réflexion. En fait, genre, je vais juste l'avoir. Au bout de 2 mois, je serai là. Et il se passe quoi ensuite si, genre, ta situation financière elle change, ou alors si, en fait, pour être de nouveau satisfait via genre ton moyen de transport, il faudrait que t'aies mieux qu'une Tesla après coup. Parce que si t'as une Tesla et que tu passes à une Mercedes, ça te pète le cul, et tu vas être obligé, si tu veux de nouveau kiffer, de passer au cran au-dessus. Et c'est pour ça que je trouve je trouve classe en fait le fait que tu roules dans une caisse de merde, parce que quelque part tu gagnes bien ta vie, mais tu te laisses quand même consciemment la possibilité d'upgrade, si tu veux, parce que le bonheur, il se situe pas dans le bien matériel. Tu t'achètes juste du plaisir, juste quand t'achètes une nouvelle paire de pompes, tu la kiffes pendant une semaine. C'est pour ça que les gens, au bout d'un moment, ils achètent 1000 pompes, tu vois, ils ont dans leur dressing. Putain, j'étais chez une meuf à Nice,
La meuf, elle avait genre, putain, attends, dis-toi, genre elle avait plus de place à l'entrée pour mettre ses chaussures, elle les mettait aux toilettes. Et genre dans sa salle de bain, elle avait des armoires et c'était rempli de chaussures, tu vois. Et je me dis au bout d'un moment, bah voilà, t'as acheté ta paire de pompes, t'as kiffé genre une semaine, t'achètes la suivante et au bout d'un moment, une nouvelle paire de pompes, elle te satisfait. Genre limite, t'es rentré chez toi, t'es déjà plus content, enfin tu t'en branles. Et t'as des histoires comme ça, les gens ils mettent même plus les chaussures qu'ils achètent, tu vois, qui juste acheter parce que tu te chopes la dopamine de ouah, c'est trop stylé, j'ai acheté un nouveau truc. Et en fait, tu le mets même plus parce que tu t'en branles, tu vois. Et donc la consommation, c'est un piège, tu peux kiffer avec, tu vois. Tu peux genre, comme on disait, au bout d'un moment, ta caisse, bah elle va péter, tu vas t'acheter une caisse à 4K. Ah oui, parce que ma voiture va finir par mourir et je vais pas racheter un truc de merde. De merde. Enfin, pardon. Ouais, t'arrêtes pas de dire que ma caisse en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que ma copine c'est la même chose, certains de mes potes c'est la même chose, en mode surtout quand cette année où ça a pas mal développé mon activité et tout ça, et mes potes me disent mais du coup t'as toujours ta vieille Clio là, tu vas pas genre changer. Et puis je dis mais elle est très bien cette voiture, tu vois. Aussi parce que j'ai jamais connu mieux, tu vois. Et forcément que quand elle va péter, je vais me racheter un autre truc, et c'est là que la grosse question va se poser. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que du coup je me réjouis pas, j'espère qu'elle va tenir encore longtemps cette Clio, parce que j'ai vraiment aucune raison de changer, tu vois. Ouais. Enfin, si, quand même. Non, je rigole. je rigole, j'arrête de tailler ta caisse. Elle est bien. Ah non, ça me dérange pas en fait, je le prends pour un compliment que tu tailles ma caisse, du coup. Ouais, c'est une fierté d'avoir cette ce que j'aime bien avec cette voiture, c'est qu'elle passe inaperçue partout et tout va bien, et que, en plus, des fois, souvent, je vais en France et tout, puis là, parce que par ici, en Suisse, t'as plus de belles voitures, entre guillemets, et j'aurais presque peur. Mon frère, il était au sud de la France cet été avec sa Mercedes et tout. Il l'a mise dans un parking, il s'est fait péter les vitres, il s'est fait voler tout ce qu'il y avait dedans. Et puis, ensuite, il s'est calmé, il s'est dit, pour aller en France, je vais peut-être plutôt louer une voiture ou pour voyager et tout ça, parce que je vais m'arrêter là sur ce truc, parce que moi, à comparaison, ma voiture, si je me prends 3 poteaux en une journée, je m'en bats les couilles. Non mais c'est vrai. Ah, c'est une source d'inquiétude, mec. D'avoir de la richesse. Et c'est exactement ce que j'expliquais à ma copine quand on parlait de voiture une fois. Je lui ai dit, mais en fait, si t'achètes une grosse voiture, non seulement, maintenant j'ai une grosse voiture, je suis obligé d'avoir une grosse voiture, je suis le mec qui a une grosse voiture, du coup, si tu passes du mec qui a une grosse voiture au mec qui doit rétrograder un truc de merde une fois, tu perds, mais en plus, je vais avoir peur maintenant, je vais avoir peur d'abîmer ma voiture, tu vois, je vais avoir peur qu'elle perde en valeur et que complètement. Mais du coup, sais que ça. Mais du coup, c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que toi tu fais? Comment est-ce que tu te dis à quel moment est-ce que je me permets, vu que je peux en profiter? Ou est-ce que, parce que tu vois là n'importe qui écoute, il va se dire c'est cool, du coup t'as des thunes, mais ça te sert à quoi? Tu les mets sous ton oreiller et puis t'es plus heureux comme ça que si tu les avais mis dans une voiture? Comment tu réfléchis à ça, toi? Alors comment je répondrais à ça? Bon, déjà, je pense que c'est vrai. En fait, la réponse, j'ai déjà un contre-argument à la réponse que je vais donner. Donne les deux comme ça. Ok. En gros, ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment où tu commences à gagner un peu ta vie et que tu commences à pouvoir mettre de l'argent de côté, moi, ce que je me suis dit, c'est que vas-y, je vais me faire je vais mettre une certaine somme de côté sur un compte en banque, qui sera une somme de secours au cas où il m'arrive une couille. Genre, je peux toujours, je sais pas, choper une maladie grave ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, il va falloir que je puisse aligner quelques dizaines plusieurs dizaines, même plusieurs centaines. Plusieurs années sans revenu, par exemple. Exact. Sait-on jamais. Que ce soit sans revenu, ou alors, je sais pas, tu te blesses, tu dois payer un truc, ou alors tes parents, ils ont un truc, ou tu vois, t'as peut-être besoin d'argent de secours. Mais c'est vrai que si tu suis cette logique, après, tu peux toujours t'imaginer un truc plus grave qui pourrait t'arriver dans le futur, et du coup, tu t'arrêtes jamais de mettre de l'argent de côté, donc tu vis avec rien du tout, et puis t'es là, ok, j'ai genre 35 millions genre sur mon compte en banque, comme ça je suis paré pour tout ce qui pourrait m'arriver, mais même pas, tu vois, à ce moment-là. Et après tu lis dans le journal, j'avais lu un truc, c'était une dame qui était morte et qui avait vécu dans la pauvreté toute sa vie, et quand elle est morte, elle avait fait un testament comme quoi 6 mois après sa mort, les 3 millions qu'elle avait sur son compte, ils étaient donnés à une association et tout ça. Enfin, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais c'est parce que c'est pas facile de trouver, tu vois. Ensuite ça a évidemment été vanté, et à juste titre très certainement, comme un acte désintéressé ultime, soi-disant, même si au final, oui, parce que tu peux pas en profiter de ton ego tout de suite. Mais même jamais, en vrai, parce que t'es mort, donc personne, tu vois, tu vas même pas, c'est même mais tu l'as de ton vivant. Mais de ton vivant, tu te complaisais sûrement dans le fait de, ça te nourrissait au quotidien de te dire, tiens, cet argent un jour il va tomber sur la planète après quand je serai plus là, et ça te permet là maintenant quand t'es encore en vie, de te sentir mieux, sûrement. Peut-être, sûrement. Enfin, moi je t'ai coupé avec cette histoire. Non, tu m'as même pas coupé en plus. Je crois pas que tu m'aies coupé.
J'ai pas le sentiment. T'as présenté ton argument en tout on est cas. dans le flow, mec. J'ai le sentiment d'être dans le flow, tu me malaises. Je sais pas si t'as terminé ton argument, mais t'avais aussi un contre-argument sur... Ouais, du coup, le contre-argument, c'est juste que dans la logique de genre juste mettre de l'argent de côté au cas où t'as un imprévu, ben, tu peux toujours mettre plus de côté. Donc, je sais pas, je dirais, tu trouves tu trouves ton équilibre à toi, parce qu'il n'y a pas l'équilibre universel. Et, enfin, non, je pense que juste en être conscient, en fait, que c'est pas parce que tu t'achètes une putain de caisse, une putain de montre, ou des putains de fringues, ou j'en sais rien, que ça va juste solve ton problème de bonheur, en fait. C'est pas... Parce que tu vois, genre souvent, enfin... Peut-être, tu vois, toi et moi, on vient du milieu étudiant. On a les deux fait des études, et toi, tu les as terminées, moi pas. Faut que je reprenne mes études un jour. Mais on vient... Et du coup, genre, tous les gens de notre entourage, tu vois, notre cercle d'amis, ils ont travaillé pendant longtemps, tu vois, genre 5 ans, 3 ans un bachelor, 2 ans un master, dans l'idée de ensuite pouvoir gagner de l'argent. Et c'est un peu ce que tu te dis quand tu fais des études. T'es là, bah je cravache, je suis en mode galérien. Le principe des études, c'est rien gagner maintenant pour gagner plus après. Voilà. Et en fait, ce que t'as en tête, du coup, quand tu fais tes études, il y a pas beaucoup d'étudiants qui ont en tête en mode, vas-y, je vais à l'uni parce que j'apprends des trucs stylés j'apprends à être articulé, j'apprends à articuler au sens de, j'apprends à m'exprimer correctement, j'apprends à développer mon esprit critique, à gérer des idées, après, ça dépend des études que tu fais, tu vois, bien sûr. Mais quand t'es dans une filiale, toi, t'as fait HEC, moi, j'ai fait droit, la plupart des gens qui sont là, même ça m'a un truc qui m'avait choqué en droit, c'est qu'ils sont là pour faire du cash, tu vois. Et c'est plein de gens qui vont se retrouver ensuite, j'imagine, et ils se retrouvent maintenant, dans le monde du travail, commencent à faire de l'argent. Donc, maintenant que je fais de l'argent, bah, je le dépense, cet argent. Vu que c'était enfin, tu vois, ça sert à ça, l'argent, au final. Parce que t'en avais pas. Quand t'es étudiant, la plupart des étudiants, on roule pas sur l'or. Ouais. Ils ont pas un style de vie extraordinaire. Ouais. Justement, au contraire. C'est le cliché du style de vie d'étudiant. Tu manges des pâtes et puis, c'est vrai. Et puis voilà, quoi. C'est vrai. C'est hyper l'inverse. Et bah, de là, je pense que, je sais pas si c'est une bonne solution de comment gérer ton argent, mais juste le fait d'être conscient que, en fait, je pense que la plupart des gens, ils font leurs expériences, ça dépend. T'en as, ils ont besoin de faire allez, ils font leurs 3 premiers salaires ici en Suisse, tu te fais des bons salaires, par rapport à la France. Ils sont leurs 3 premiers salaires où ils touchent une tonne, et ils vont faire des week-ends à Barcelone, ou je sais pas quoi, ils vont se faire des petits costumes, des trucs. Exact. Ouais. Et ils ont besoin de ça pour se rendre compte du truc. Moi, j'ai eu de la chance, parce que, en fait, je vais te dire comment moi j'ai découvert ça. J'ai découvert ça quand j'avais 18 ans. Ouais. Parce que quand j'avais 17 ans, j'ai créé cette chaîne YouTube Mère Teresa PGM qui est montée à 450 000 abonnés. Ouais. Et en revenu YouTube, je faisais entre 2 et 4 000 euros. Et j'étais au lycée. Par mois. Et j'étais au lycée, au gymnase. Mes vidéos, elles faisaient des millions de vues, tu vois. Ouais. Et je me souviens qu'il y avait un truc, tu vois, j'avais 0,0. Genre, mes parents, ils me filaient pas de thunes, tu vois, où j'avais de l'argent de poche, mais. Rien comparé à ça, quoi. Exact. Et il y avait un truc qui ma façon d'augmenter mon niveau de vie quand j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent avec YouTube, ça a été d'acheter des putains de croix à la vanille à la cafette de mon lycée, du gymnase à Nyon. Et j'en achetais à mes potes. Et en fait, c'était le kiff, tu vois, genre de pouvoir acheter des croix à la vanille, tu vois. Parce que c'était trop cher pour toi avant. Parce que ouais, exact. Et là, je m'en battais les couilles, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai réalisé à l'âge de 17 ans que, putain, en fait, genre ça fait un mois que j'achète des croix à la vanille et je le fais juste machinalement. J'arrive le matin, j'achète une croix à la vanille, je la mange et ça me fait plus le kiff de baver devant ces croix à la vanille et de me dire je peux pas les acheter, et puis un jour je fais vas-y, vendredi prochain je m'achèterai une croix à la vanille et tout, et t'es là et aujourd'hui c'est le grand jour, je m'en achète une, tu vois. T'en achètes même à tes potes, t'imagines. Ouais. Mais ça c'est assez cool, je pense que c'est une bonne façon de gérer ton argent. Moi, une manière que j'ai de manière générale d'utiliser mon argent, c'est d'offrir à manger à mes potes. Quand je vais manger avec des potes, très facilement j'offre à manger. J'offre, je sais pas, à Noël, là, des cadeaux, tu vois, ou des trucs comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, moi, tu vois, cet argent, je l'utilise pas. Parce que ça me fait plaisir d'offrir un truc à quelqu'un. La personne, ça lui fait plaisir, pour autant que ce soit quelqu'un qui soit à l'aise avec le fait de recevoir des cadeaux, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, tu tisses des relations sociales et tu utilises quelque part ton argent pour nourrir quelque chose qui, à mon sens, plus je vieillis, en tout cas, plus j'ai cette impression, a un peu plus de valeur, en fait. Et c'est les liens que tu peux avoir avec ta famille et tes proches. Et en plus, d'un point positif, en plus à ce que tu viens de dire, qui m'est surgi pendant que tu me le disais, c'est que toi, si tu peux t'habituer à un nouveau style de vie, etc., normalement, là, sauf dans un contexte où, par exemple, c'est tes enfants, ils sont entre guillemets pourri gâtés, et du coup, faire des cadeaux, ça, c'est peut-être pas positif, mais tes potes, tu leur payes à manger, ils devraient pas s'habituer du jour au lendemain en mode maintenant c'est la norme pour moi, si je me fais pas payer à manger par mes potes ou par même ça arrive, pote, ça arrive, mais après c'est aussi ta responsabilité probablement de pas leur faire comprendre qu'à chaque fois tu vas leur payer à bouffer, mais ces gens vont pas s'habituer, ça veut dire que c'est un plus, c'est une plus-value pour eux, pour toi. Et eux ne vont pas en souffrir parce qu'ils vont pas, genre, tu vois, ça va pas augmenter leurs expectations. Complètement.
Putain, Complètement. mec. Quand je dis ça arrive, c'est parce que, enfin, t'as raison, en vrai, genre, ça change rien. Évidemment que ça arrive et tu le savais que ça arrivait, tu vois. Mais j'ai pas pu m'empêcher de le dire parce que, c'est Armand. C'est un mec que j'ai rencontré à Nice qui est passé dans, bah, du coup, tu le connais, tu vois, il est passé dans, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un jeune de 19 ans qui est passé dans le magazine Forbes quand, il avait 18, parce que, à 18 ans, il faisait 1 million de chiffre d'affaires avec sa boîte. Et ce mec, c'était mon coloc. Et en gros, ce type, il me racontait qu'il allait tout le temps au resto avec ses employés, du coup, parce que le mec, il a 19 ans, mais il a tout son petit groupe d'employés, il fait des soupers de boîte. Et tout le monde a pris l'habitude à ce que ce soit Armand qui paye. Ouais. Et tout le monde, et il me disait, genre, c'est, par moment, genre, bah, il paye parce que voilà, c'est des soupers de boîte, et puis c'est à lui d'offrir. Mais des fois, genre, même quand il va faire des choses qui ne sont pas des soupers de boîte, tout le monde est là en mode, bah, c'est normal, c'est toi qui vas payer, et il a même plus la reconnaissance, si tu veux, des gens. Ouais, Donc, t'as quelque part, même tes potes font un peu les, tu sais, tu peux pas genre juste tout le temps leur donner. Apparemment, hein, parce que ça m'a l'air d'être un bon exemple et une bonne exception au fait que ça peut aller dans ce sens-là. Et que là, à ce moment-là, ça devient... En fait, tu passes du truc qui est positif pour toi et les autres à un truc qui peut que être source de négativité pour tout le monde. Si toi, tu le fais pas, c'est négatif. Tu le fais à cause d'une pression peut-être négative. Et les mecs... Le status quo, c'est que tu le fasses, et vu que tu vas pas genre faire encore plus, normalement, sinon c'est la spirale infernale, et bah tu peux que les décevoir en fait. C'est vrai, tu peux que passer pour le ça y est, t'as changé. Maintenant tu nous payes plus. Ouais, exact, c'est vrai. Tu nous payes plus des croix à la vanille maintenant, mec. C'est complètement ça. Je pense que le jour où j'ai une copine, je vais vraiment lui faire au compte-goutte, mec. Tu vas lui faire comprendre dès le départ. En fait, tu te gardes une marge de progression pour toute ta vie, tu vois. Genre, et t'arrives... parce que si dès le début, tu commences à lui envoyer des sacs à 4 000 €, mec, déjà, tu fais peut-être pas long feu, tu vois, mais surtout après, tu lui offres quoi, tu vois, et avec tes enfants, et avec tout le monde. Tu lui offres de l'amour. Ouais, mais quelle valeur est-ce qu'elle va poser? C'est ça. Enfin, c'est que ça risque d'entrer en conflit, compétition de... Ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est ouf, ces questions d'argent. C'est lié à tellement de choses. Et tu vois, genre, cette idée de pouvoir progresser et d'être satisfait si t'as l'impression de progresser, parce qu'au final, comme t'as dit, en fait, t'as commencé le podcast en disant que, à travers une discussion sur la thune, on avait en fait une espèce de baseline, une espèce de socle qui y a des principes qui s'appliquaient à tout. Et ce principe, c'est quelque part, pour te sentir bien, toi, en tant qu'individu qui commence à gagner plus d'argent, il faut que tu aies l'impression que tu puisses avoir plus. Donc, il faut que tu t'achètes d'abord une Twingo, ensuite une Toyota, ensuite une BMW, ensuite une Mercedes, ensuite Porsche, bref. Et en fait, ça, c'est un peu dans tout. Genre, il faut que tu aies le sentiment d'avoir une marge de progression. Bah, ça s'applique au sport, typiquement, comme on l'a dit juste avant, avec des mecs qui sont dopés, des mecs qui se dopent et puis qui, du coup, font des progrès de tarés. Et puis ça devient très dur d'arrêter derrière, psychologiquement, physiquement. Parce que du coup, t'as l'impression hyper dur à encaisser. Surtout quand t'as créé, en fait, si tu le fais suffisamment longtemps, tu vas rattacher ton identité à cela. Si t'es un mec ultra musclé et que ta vie tourne beaucoup autour de ça, que tes entraînements, ton sport, ta shape est super importante, le jour où tu peux plus maintenir ça, et encore plus quand tu utilises des facteurs extérieurs sans lesquels tu peux jamais atteindre ce que t'as atteint, comme par exemple le dopage, le jour où tu arrêtes, ça doit être dévastateur. Physiquement déjà, c'est chaud, je pense, les conséquences. Psychologiquement, c'est bien pour ça qu'il y en a certains que ça pousse à pas pouvoir le supporter du tout, quoi. Non, c'est genre juste très con de se doper. Genre vraiment super con. Genre tu t'as déjà l'intuition que c'est con, hein, t'as pas besoin de le dire, le dopage c'est con pour le comprendre, mais si tu réfléchis aux mécanismes qui se passent derrière, parce que non seulement psychologiquement ça va être juste dévastateur parce que t'auras plus le même progrès, mais en plus de ça tu te bousilles hormonalement et du coup genre tu progresses encore plus lentement que si tu t'étais jamais dopé, donc c'est juste doublement genre ça te fusille, mec, ça te nique, quoi, genre c'est... Enfin bref, et puis du coup on parlait de thunes, ça va. Sinon tu fais combien là en ce moment? Et c'est justement un truc que je me suis rendu compte cette année, c'est que moi très longtemps dans ma vie, en fait, j'ai jamais eu l'impression d'avoir vraiment de l'argent, surtout que j'avais toujours un peu cette mentalité économe, très économe parfois. Moi je me souviens quand j'étais petit, je comptais, tu vois, de temps en temps j'avais une petite boîte avec toutes mes petites pièces et je les empilais, puis je les comptais, puis je disais ouais, je vais bientôt pouvoir m'acheter ma trottinette, ma super trottinette, et je me souviens parce que j'empilais mon argent de poche comme ça, j'avais 5 balles par mois, tu vois, ça va pas super vite, mais ouais, tu vois, ça avance quand même, surtout que tu reçois 20 balles à ton anniv, à Noël et tout. Et je me souviens que j'avais acheté cette trottinette jaune un jour. Et j'étais trop fou, tu vois. Et ensuite, j'ai pu recommencer à continuer à compter mes petites pièces de 20 centimes et tout. Et enfin, maintenant, là, j'ai l'impression, parce qu'ensuite, j'ai été étudiant, ensuite, j'ai commencé YouTube, enfin, tu vois, voilà, pas trop de moyens. Et là, aujourd'hui, enfin, tu vois, comme tu l'as dit,
pour la première fois cet été, genre, j'ai invité mes meilleurs potes au resto, tu vois. Ouais. Et à la fin, j'ai payé pour leur faire plaisir, tu vois. Ouais. Et ça me faisait plaisir à moi aussi. Puis il y a Ouais. peut-être un sentiment un peu d'ego. Ça y est, les gars, j'ai un peu percé maintenant, je peux me payer à manger, tu vois. Je le fais pas tout le temps, mais c'était vraiment... c'est quand même satisfaisant, encore plus du coup, de pouvoir en faire profiter. C'est vrai. T'as de l'argent tout seul. On a un peu le cliché, mais les clichés renferment une part de vérité. De un mec qui a plein de thunes, mais qui est tout seul, au bout d'un moment, tu fais quoi? Genre, tu te fais livrer, je sais pas, t'allumes Uber Eats et tu vas chercher ton resto asiatique, tu prends le plat le plus cher, tu manges 3 repas de suite parce que c'est le plus cher. Au bout d'un moment, t'es là, voilà, bon, je connais le plat plus cher de ce resto. Tu fais quoi? Genre, et c'est pour ça qu'il y a le luxe qui existe, l'industrie du luxe, c'est pour répondre à cette demande. Donc, ils vont te vendre des putains de chaussures Gucci, genre qui sont dégueulasses, mais tu rentres dans un magasin de luxe, genre d'un point de vue objectif, genre après t'as les goûts et les couleurs, mais si c'était vraiment les goûts et les couleurs, t'aurais une marque du style, non, c'est vrai en fait, c'est une réflexion. Si c'était vraiment les goûts et les couleurs, si vraiment les sapes de marque, tu sais, qui sont un peu extravagantes, un peu genre spéciales, si vraiment les mecs qui achètent des fringues comme ça, ils les kiffent, si vraiment il y a des gens qui aiment ce genre de design, et ça existe, c'est sûr. Peut-être, non, ça doit exister, forcément, ça doit exister. Mais si vraiment, si ceux qui achètent, j'achète les Gucci parce que c'est stylé, elles sont un peu violettes, avec des trucs matériaux, et tout ça. Et souvent, elles sont un peu extravagantes, elles sont un peu bizarres. En fait, t'aurais juste des marques, je sais pas si c'est Desigual qui fait un peu des fringues un peu chelou, et ça marcherait trop. T'aurais des H&M qui te feraient des chaussures violettes avec des pics dorés, qui vaudraient rien, et ça se vendrait. Mais ça se vend pas, parce qu'en fait, tu te dis, vas-y, genre, je suis au stade où je m'achète 5 paires de nouvelles pompes par semaine, et puis, genre, ça revient au même pour moi. Donc, comment je fais pour être plus heureux? J'achète une paire de Gucci, t'achètes et waouh, t'as les Gucci et tout, tu te sens bien et tout. Et c'est aussi le symbole, tu vois. Parce que si t'es Gucci, tu dois les acheter, mais personne sur la planète ne sera jamais au courant que tu peux t'acheter un Gucci, que tu l'as acheté et qu'il le voit et tout ça. Il y aurait moins de motivation probablement à acheter des sacs Gucci. C'est fou le symbole. C'est pour ça que je peux te demander, putain, yo, ton t-shirt, il est grave stylé, ça a l'air d'être du beau coton, tout ça. Et puis là, tu me dis que c'est un truc H&M à 6 francs 50. Peut-être tout d'un coup, je vais me dire, ah ouais, mais en fait, il est pas si bien ce t-shirt. Ouais, il est pas si... En fait, ça va. Il a l'air un peu, tu vois, déformé, tout ça. Il y a les filles qui partent un peu. Ça influence. Ah putain, ouais. Tu sais, par rapport à ces histoires de sable de marque, j'ai un pote, du coup, qui il a fait beaucoup d'argent. Et il me disait, genre, que à partir du moment où tu t'achètes des fringues de marque, t'es obligé de tout le temps en acheter. Parce que si tu t'achètes genre un t-shirt Dior, tu vas faire le mec, tu vois, genre je sais pas, tu vas te balader avec ton t-shirt Dior et les gens ils vont remarquer, tu vois, tes potes que t'as un t-shirt Dior. Mais si tu mets genre toutes les semaines tu remets le même t-shirt Dior, on va dire le mec il a acheté un t-shirt Dior, mais en fait il a pas vraiment de thune parce qu'il a le même t-shirt qu'il utilise 100 fois. Donc à partir du moment où tu rentres dans cette logique de je vais flash, tu vois, pour montrer aux autres, je vais flex, tu vois, avec mes fringues, t'es obligé, genre, de quelque part, te racheter toujours des nouveaux t-shirts, histoire de montrer que voilà, tu vois, je m'achète plein de fringues de marque, je rachète des nouvelles, parce que ça fait si, tout le monde peut s'acheter économiser pendant un mois, ou genre mettre une partie de son SMIC un t-shirt à 200 balles. Exact, tu vois, c'est facile à faire. C'est con et c'est facile. Et du coup, genre, si tu veux pas être vu comme un mec comme ça, t'es obligé de renouveler ta garde-robe de luxe, tu vois. Et le côté statut dont tu parlais, le fait que quand t'as des fringues de marque, les gens, ils se disent, ah putain, stylé, il a des fringues de marque, c'est directement lié au fait que, dans l'inconscient collectif, si tu fais de l'argent, c'est parce que tu apportes de la valeur à la société. Et donc, si tu t'achètes de la marque, c'est parce que tu te fais de l'argent et c'est parce que tu as apporté de la valeur à la société. Et ça, en fait, c'est un truc deeply, genre profondément, genre ancré en nous, qu'on a genre depuis toujours. C'est biologique. Ouais, les gens qui, je sais pas, genre le mec, je sais pas, au temps des hommes des cavernes, le mec, le meilleur chasseur, il bouffait plus, il était plus balèze, il pouvait avoir les meilleures fourrures, tu vois, et puis c'est lui, il avait les meilleures fourrures, tu vois, un mec avec des fourrures stylées, il avait les femmes, et du coup, tu vois le mec avec une fourrure stylée, tu sais que c'est le mec qui a apporté la bouffe pour toute la tribu, tu vois. Et en ce sens-là, du coup, c'est ça, en fait, la valeur de montrer que t'as une Rolex, c'est de montrer que, regarde, c'est le symbole de je fais de la thune, et je fais de la thune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai tellement travaillé quelque part, ou j'ai peut-être pas beaucoup travaillé, j'ai simplement travaillé de manière intelligente et voilà, que j'ai fait beaucoup de thunes et puis que du coup, les autres ont pu en bénéficier. Tu vois, un neurochirurgien, il se fait des couilles en or, mais putain, genre, qui est-ce qui profite le plus d'un neurochirurgien? C'est tous les gens lambda, entre guillemets, qui peuvent se faire sauver la vie par ce mec, tu vois, quelque part. Ouais. Donc on est bien content de filer un max de thunes aux gens qui gèrent bien, parce qu'on peut, genre, extraire leur talent et en profiter nous, tu vois. Après, t'as toujours le côté des gens qui vont tricher, qui vont faire des arnaques, qui vont escroquer des gens pour se faire de la thune et qui vont ensuite s'acheter des symboles de luxe
Et ça, qui vont renvoyer la même image, sachant que ne provient pas nécessairement du... Exact. Et c'est ça le danger, c'est pour ça qu'ensuite on dit ouais, l'argent c'est mauvais et tout, les riches, nanana, je sais pas quoi. C'est parce que oui, il y a de la corruption, il y a des gens qui font de la thune, parce qu'à partir du moment où tu commences à faire de la thune, bah ça devient plus facile de faire de la thune. C'est juste comme ça, c'est normal, genre. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas c'est comme ça c'est sûr. Ouais. Bah c'est normal dans le sens où c'est compréhensible, c'est ce que c'est la norme en tout cas, c'est sûr. Ouais. Mais aussi c'est compréhensible. Je donnais une fois dans un de mes lives l'exemple de, imagine ton premier livre, tu l'écris. Donc t'es youtubeur, t'as ton audience, tu le vends à ton audience et tout, t'as écrit ton livre, et en fait ton livre il fonctionne bien. Et du coup toute ton audience en parle et il se vend même un peu au-delà de ton audience. Ensuite tu écris un deuxième livre, et là bah ton audience ils sont au taquet, tu vois, Eric il écrit son deuxième livre et tout. On parle de moi là, d'accord. Eric il a écrit son deuxième livre, c'est vraiment stylé. Et même les gens qui te connaissaient pas de base, qui ont lu ton premier livre, bah ils vont le lire et puis ils vont aussi en parler un peu plus, et c'est toi tu vas atteindre une audience encore un peu plus large. Le troisième livre, etc. Donc plus t'as eu de succès dans ta vie, enfin, le succès attire le succès. C'est comme, c'est un effet boule de neige. Oui, d'accord. Un arbre dans une forêt, plus il commence, enfin, tu vois, genre, pour finir avec l'exemple des livres, au final, genre, quand tu vas dans les aéroports, c'est tous les mêmes auteurs qui sont, genre, dans ces caisses où t'as, genre, 20 livres, si tu veux, où ils sont classés dans le top 20, ces librairies d'aéroports. C'est toujours les mêmes, les Stephen King, comment elle s'appelle, la meuf d'Harry Potter, Agatha Christie, J.K. Rowling. Exactement, tous ces gars, c'est toujours les mêmes. Parce que, au bout d'un moment, t'as tellement de succès que, quoi que tu fasses, les gens, ils viennent, ils veulent te proposer plus d'opportunités, et c'est même une loi qui semble être naturelle, au sens où ça s'applique à la masse des étoiles. Une étoile, plus elle commence à accumuler de la masse, bah, plus elle a de chance d'accumuler de la masse, en fait. Donc, plus une étoile, elle grandit, plus elle va en avoir. Un arbre qui pousse au milieu d'une forêt, plus il grandit vite au début, plus il va se choper de lumière, ses racines, elles vont aller plus profondes, il va étouffer les autres arbres, et il va grandir encore plus vite. Et ça, tu vois, c'est genre une loi c'est le principe de Pareto, si tu veux, et qui fait que c'est un peu genre, putain, il y a une, comment ils appellent ça, les économistes? Je crois le principe, ah non, c'est pas le loi de Pareto. Tu parles du 80-20 là? Ou autre chose? Non. Ouais, c'est ça le Pareto. Ouais. Donc c'est pas du tout le Pareto, c'est le Matthew Principle. On appelle ça en économie le principe Mathieu. Peut-être il y a un autre nom, mais on appelle ça le principe Mathieu parce que Mathieu c'était un je sais plus, un espèce de sage, un prophète, un espèce de religieux qui disait genre à ceux qui ont, il sera encore plus donné, et à ceux qui n'ont rien, il sera encore plus pris. Et c'est un peu une espèce de dicton religieux, si tu veux, qu'on a. Ouais. Et c'est ce principe-là, en fait, qui existe et qui est juste là. Et c'est pour ça qu'en termes de développement perso, bah, mieux vaut, genre, maintenant bosser sur toi et faire en sorte d'avoir le plus maintenant, parce que plus tu montes quelque part ton niveau dans n'importe quel game, que ce soit ton club de sport, que ce soit genre, je sais pas, au cours n'importe où, bah plus, genre, on va t'offrir des opportunités et plus tu vas monter plus vite. Et au contraire, plus tu te laisses couler vers le bas, plus ça devient dur de remonter. C'est complètement rien à voir avec la thune, mais du coup, non, mais c'est digresse un peu, mais le but n'est pas de, le but est d'avoir une discussion intéressante. C'est combien beaucoup d'argent pour toi? Genre, tu t'es déjà dit, genre, à combien d'argent par mois t'aimerais gagner? Ouais, au tout début, quand j'ai commencé sur YouTube, je me disais 10 000, tu vois. 10 000 par mois, je me suis dit, 10 000 par mois, c'est monstrueux. Ouais. C'est plus que mes potes qui sortent, c'est plus que ce que j'aurais fait en prenant un travail directement dans une banque et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, ça, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Et, mais je me suis jamais dit, tiens, c'est pas toi qui m'avais posé cette question, ouais, si tu reçois 100 millions d'euros demain, qu'est-ce que tu vas faire? Un truc du genre, je sais plus si c'était toi qui m'avais dit ça, mais je crois que quelqu'un m'avait posé cette question. Ah non, mais et j'y avais jamais réfléchi. Et j'y ai toujours pas réfléchi. Je suis pas sûr d'avoir envie de me poser la question. Je sais pas. Mais putain, j'ai encore un exemple au cas où ceux qui ont pas compris, c'est l'exemple de la loterie. On sait que les joueurs de loterie, ceux qui gagnent à la loterie, quelques années après leur gain, ils sont juste plus malheureux qu'un mec qui se serait pété la jambe, ou je sais plus exactement ce que c'est le truc, mais un mec qui se pète la jambe, il a beaucoup de malheur au début parce qu'il se pète la jambe, mais ensuite, vu qu'il guérit, c'est constamment de mieux en mieux, tu vois, donc il a un sentiment de progression dans sa vie, alors que le mec qui gagne à la loterie, il se touche son million, et ensuite, juste plus le temps passe. Très, 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 très dur. Ça doit être terrible. Ouais, c'est limite. Non, c'est la loterie de la malchance d'une certaine façon, même si, non, je veux pas. C'est difficile de parler de ça. J'ai jamais joué à la loterie, du coup. Mais c'est vrai que je suis pas sûr d'envier ça, pour le coup. Tu sais que on pourrait limite paraître hypocrite de dire ça. Justement, c'est pour ça que j'aime pas trop parler de ce genre de choses qui peut être interprété comme ça. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Toi, si tu pouvais décider maintenant de oui ou non gagner 1 million à la loterie, est-ce que tu... Non. Tu dirais non? Jamais. Absolument jamais. Maintenant, non. Genre ouais? Non, vraiment. Est-ce que tu te dirais pas... Parce que j'en ai vraiment pas besoin. Ouais. J'ai vraiment pas besoin de gagner 1 million. Ou alors est-ce que tu te... Ouais, est-ce que si on me le proposait vraiment... Tu vois, je dis ça, peut-être que... Je me demande si je dis ça par
paraître, tu vois, de vouloir me donner une image d'un mec. Ah ouais, non, il est vraiment clean ce mec, il prendrait même pas 1 million, putain, c'est vraiment un chevalier, tu vois. Non, est-ce que je dis ça? Peut-être que je suis influencé. J'ai pas envie. J'aime penser que je suis pas influencé par ça. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que j'en ai pas besoin et qu'aujourd'hui, à nouveau, pour en revenir rapidement, en tout cas, à ce qu'on disait au tout début, moi, je n'ai jamais fait de placement pour X milliers d'euros dans mes vidéos parce que j'en ai pas besoin et que selon moi, comme on le disait, c'est contre-productif à ma vision long terme, des fondations ultra solides qui du coup grossissent de plus en plus, les racines qui vont de plus en plus profondément, plutôt que de donner le X super engrais 3000 pour que ça pousse méga vite au début et puis derrière, dès que t'as plus de super engrais, t'es baisé. Et t'as vu, je rebondis sur ton truc de racine. Et du coup, ce raisonnement voudrait dire que j'ai pas envie d'avoir 1 million aujourd'hui parce que ça dénaturerait complètement ma vision de beaucoup de choses et ça me... Ouais. Non, et du coup, j'ai l'impression de devoir me justifier pourquoi j'aurais pas envie d'avoir 1 million, tu vois, parce que si c'est quelque chose que tu racontes en société, ça peut être très mal pris en mode ça y est, le mec il est tellement au-dessus du game qu'il prendrait même pas 1 million. Et ce qui se passerait quoi, genre aujourd'hui tu gagnes 1 million, tu peux imagine, j'achèterais des apparts, j'investirais ça, je ferais en sorte que ma famille, mes enfants, tout ça, ils aient plus jamais de problème d'argent. Mais est-ce que du coup c'est... J'imagine. Hein. Déjà 1 million, je pense que avec 1 million, c'est pas tant que ça. Non, c'est pas tant que ça, mais sur l'espace de 30-40 ans, quand c'est pas dépensé et investi, ça peut faire des bébés, quoi, quand même. C'est vrai. Tu sais, c'est... Je sais pas, t'as envie de répondre à cette question, toi? Non. En fait, j'aime me branler maintenant sur moi et me dire non, je dirais non, tu vois. Mais j'entends une voix dans ma tête qui me dit vas-y, Elio, t'es conscient du fait que ce million, il peut être très dangereux d'un point de vue parce que, ok, tu vas faire quoi? Ok, moi je sais que je vais pas m'amuser à flamber. Ouais. Peut-être je vais faire vas-y, je flambe un coup, tu vois, je sais pas, je vais me taper un kiff. Une réaction totalement normale, quoi. Je sais pas ce que je ferais. En tout cas, si je flambais, d'une certaine manière, je flamberais socialement. J'irais pas me faire moi un kiff tout seul. Soit je ferais un espèce de truc stylé pour plein de gens à la fois, histoire que tout le monde sache bien que c'est moi, parce que ça fait du bien, tu te sens bien quand les gens t'aiment bien, pour être tout con. Et j'ai aucun problème avec ça. C'est vrai que c'est marrant à part ça que les gens aient de la peine à admettre ça. Tu vois, il y a un peu le truc de mais tu fais ça pour que les autres t'aiment. Mais c'est comme quand tu commences à faire à montrer des photos de toi torse nu sur Instagram. Ouais. Le premier post de mec torse nu sur Instagram ou la première pose de meuf en brassière de sport, il y a toujours une justification dans la description, tu vois. Je fais pas ça pour me montrer, tu vois. Et ça rejoint ce que tu étais en train de dire. Il y a un espèce de tabou de vouloir afficher aux autres que en fait c'est important et on se sent bien et que c'est mal vu de faire les choses juste pour... Alors que c'est normal. En fait, c'est ce qui nous rend humains. Genre un crocodile, il s'en fout que les autres crocodiles, ils le détestent. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a 2 hormones qui sont à la source, 2 hormones qui sont principalement à la source de nos connexions avec les autres, c'est l'ocytocine et la sérotonine, et le crocodile, il n'en produit pas. Du coup, lui, il s'en pète un rein, genre que les autres crocodiles le détestent ou le trouvent stylé. Donc il va juste faire des trucs un peu en mode, vas-y, je vole les poules de mon pote crocodile et tout, tu me détestes, mec... On s'en fout, tu vois. Alors que nous, on n'est pas comme ça. Le fait qu'on care, le fait qu'on accorde de l'importance au jugement des autres, c'est ce qui nous permet quelque part de pas agir comme des fils de pute, tu vois. Parce que si au final on s'en fout de la vie des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mec, j'arnaque, je tape les gens, je leur vole leurs trucs, je take advantage. Je tire profit. Je tire profit de tout le monde le plus possible. Mais non, on n'est pas comme ça. On n'aurait pas la société qu'on a aujourd'hui. On serait jamais arrivé là. On serait resté à la wildlife préhistorique où c'est simplement la chaîne alimentaire. Et puis si t'es au haut de la chaîne alimentaire, tu gagnes. Et sinon, C'est ça. On kiffe nos relations entre nous. Et puis il y a aucun mal à ça. Non, bref, du coup, comme je disais pour ta question, en fait, je kifferais bien me dire que en fait, j'investirais mon argent intelligemment et que du coup, je saurais gérer un peu la grosse... cet effet en mode gros bonheur d'un coup et ensuite ça descend, j'arriverai à rationaliser le truc, à me dire non Elio t'inquiète, au final t'as quand même fait le bon choix parce qu'au final sur l'ensemble de ta vie t'as quand même fait plus 1 M, tu vois, mais je pense que c'est pas un truc que j'arriverai à contrôler. Je pense que... Et je viens de penser un truc, est-ce que tu trouverais que c'est par exemple tu reçois ce million et boum tu le donnes directement, offre de charité, quelque chose comme ça, est-ce que tu penses que ça serait bénéfique pour toi mentalement, pour tout le monde?
Mec, oui. Parce qu'ensuite, on te dira, ouais, non, parce que tu l'as gagné. Ça pourrait être une solution. Parce que toi, évidemment, t'as un énorme gain d'image, tu vois, évidemment. Parce que t'as gagné ça, mais tu l'as donné, alors que t'aurais pu le garder. Ouais. Même si on va dire, tu donnes ça juste pour avoir une bonne image. Bah oui, mais j'aurais pu le garder, ce million, tu vois. En fait, et là, on en revient au fait de s'accroître soi-même, sa valeur, sa richesse, pour en faire bénéficier les autres, qui vont recevoir que du positif. Mec, je pense que c'est très, très, très intelligent ce que t'as dit. Genre, je pense que ce serait la meilleure solution et je pense que, bien sûr, on se le dit à chaud, on s'est jamais posé la question, mais c'est hyper intéressant parce que personne pourra te le prendre, le fait que t'aies donné le million à des gens. Et pour toujours, tu leur as donné ce million et pour toujours, t'auras été le mec qui a pu choisir de garder un million pour son cul ou de filer un million pour, je sais pas, mec, il y a une catastrophe naturelle, une maladie où tu te dis, vas-y, j'envoie un million pour éradiquer, genre, je sais pas, une maladie. sans les controverses, évidemment, de corruption sûr, et de vaccins et de machins bizarres. Exactement, c'est ça. Si tu pouvais jeter ça dans un endroit parfaitement rentable, bien positif, quoi. Ouais. Je pense que ce serait la meilleure option en termes de satisfaction personnelle, en fait. Ouais. Je pense que c'est là que tu kifferais le plus. Putain, mec, tu viens de donner sance à ma vie. Non, tu veux donner ta thune, mec? Ouais, vas-y, je te fais des concours sur YouTube. Non, mais genre, tu sais qu'on parle de ça, mais moi, je fais pas de dons, hein. Genre, moi, je me souviens quand j'étais petit, que j'étais au gymnase, je gagnais rien. Et j'avais signé pour 3-4 assos, des mecs qui t'arrêtent dans la rue, tu signes et ensuite t'as 30 balles qui sont débitées chaque mois de ton compte. Et j'avais fait ça quand je gagnais rien. Genre, littéralement rien. Enfin, en vrai, si je gagnais, je gagnais une Mère Teresa, en fait. Mais par rapport à maintenant, je gagnais beaucoup moins. Et aujourd'hui, je donne, mais à des clochards dans la rue, parce que j'aime avoir le contact direct, si tu veux. Genre là, en Espagne, mec, genre, je suis allé acheter 2 avocats. En Espagne, il y a beaucoup de petits commerces qui vendent des fruits. Je suis allé acheter 2 avocats là-bas parce que les avocats dans les grandes surfaces, ils sont éclatés. Je vais dans là-bas, je m'achète mes 2 avocats, je sors, et une meuf qui vient et qui s'arrête, une vieille qui me demande de la thune. Fait une vieille, genre, peut-être la quarantaine, un truc comme ça, mais en fait, je pense qu'elle avait la quarantaine, mais elle avait l'air d'en avoir genre 100, parce que ça se voit, elle était pas bien, tu vois, je sais pas ce qu'elle avait. Et je lui ai sorti, un billet de 10, et je lui ai filé. Et la meuf, elle était en sang, quoi, tu vois, genre, elle était en mode, surtout que je m'habille comme un clochard, tu vois. Elle a dit, limite, elle aurait dû me le rendre, tu vois. Et ça, là, tu te sens hyper bien, mec, et tu fais ça, et t'es là, et au final, au bout de ma semaine, de ma journée, de mon mois, moins 10 sur mon compte, ça me change nada. J'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants à nourrir, j'ai pas de problème de santé ou de trucs comme ça. Ça me change nada, rien. Et en fait, je peux même balancer cette histoire-là comme ça, être bien vu socialement, les gens qui écoutent, ils disent « Ah, lui, il est sympa et tout, je sais pas quoi. » Beau gosse, 10 balles. Et en plus, ce qui est trop drôle, mec, quand tu fais ça, c'est que là, c'est un peu nul parce que c'est moi qui ai parlé d'un truc sympa qui est fait, que j'ai fait. Et il y a quelque part un côté, je booste mon ego, je dis à quel point je suis moralement stylé, tu vois. Mais imagine, cette vieille, elle est rentrée chez elle et elle a raconté à sa famille, elle leur a dit « Les gars, genre j'étais devant le petit magasin de fruits là, il y a un clochard avec 2 avocats qui m'a filé 10 balles. » Et genre, toute sa famille, elle se dit « Ah putain, comme il y a des gens qui sont bons encore, tu vois. » Et ça les fait se sentir bien. Donc j'ai filé 10 €. Moi je me suis senti bien, elle se sentit bien, elle raconte l'histoire à la famille, sa famille se sent bien parce qu'ils se disent « Ah putain, c'est stylé, il y a des actes de générosité qui ont lieu sur cette terre. » Et ça c'est stylé, tu vois. Donc on s'en fout du fait que je le raconte sur le podcast, mais quelque part, l'impact de tes actions positives, tu fais un truc bien, c'est ça qui est ouf, c'est que toi tu te sens bien, la personne à qui t'as fait le truc fait bien, mais tous les gens qui ont assisté ou qui entendent parler de ce truc, ils se sentent bien. Tu vois, t'entends parler d'une belle histoire de, je sais pas, tu sais, il y a plein d'histoires sur Facebook un peu généralement, mais c'est pour ça qu'on partage, c'est parce que c'est beau et tout, plein d'émotions, quoi. Exact. Et ça c'est putain de stylé. Donc je m'attendais pas, tu te rends compte, on commence à parler d'argent et regarde c'est ça qui est cool, c'est pour ça que j'aime bien parler avec toi, tu vois, parce que et c'est pour ça que je trouve ça cool qu'on puisse en parler, et puis que je me dis qu'il y a d'autres personnes que ça peut intéresser aussi. Dommage que les autres personnes, enfin, à la fois on se sent un peu part à notre discussion, à la fois ils peuvent pas interagir, mais j'espère que la discussion qu'on a eue avec Elio aura stimulé plus que juste toi et moi, Elio. Bah en tout cas, moi ça fait déjà 1 heure qu'on discute, donc je pense qu'on peut gentiment s'arrêter là. Elio, merci encore d'avoir intervenu. C'est toujours aussi stimulant pour moi. Tu vois, moi, égoïstement, c'est pour moi que je veux parler avec toi, tu vois. C'est parce que c'est très, tu vois, tu me renvoies des trucs, tu me donnes envie de faire plus. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'avoir dans mon entourage, tu vois. Mec. Donc voilà, merci. Mec, si je peux te renvoyer le compliment, moi je peux pas avoir des discussions comme ça avec n'importe qui. Et tu me renvoies très bien le truc, et toutes les discussions qu'on se tape, putain, si dans ta maison on avait foutu pendant 5 jours une caméra, parce que en vrai, on a tout le temps un peu des discussions comme ça.
Quand on se donne le temps, parce que le truc c'est que voilà, tu descends, tu descends, moi je travaille, du coup on arrête de travailler, on part en couille pendant 45 minutes où on parle de trucs de ouf, et après on retourne travailler dans nos coins, tu vois. Mais en soi mec, avec toi c'est... En fait, plus on passe de temps ensemble, plus on arrive à le faire. En fait, on se voit pas souvent, c'est ça le truc. Ouais. Mec, merci. C'était trop stylé, mec. Ouais, c'est stylé. Vraiment merci. Cool. Merci tout le monde. Merci encore à Elio d'avoir discuté une bonne petite heure avec moi, c'était super, j'espère que ça t'a plu, à toi aussi. Je te mets tous les liens vers les réseaux sociaux de Elio dans les notes de cet épisode, tu le retrouveras sur YouTube, hein, notamment Elio Avila Munoz, il parle de sport, de psycho, de philo, moi ça me plaît beaucoup. Et puis je t'encourage à trouver quelqu'un dans ton entourage avec laquelle discuter comme ça, et bien tu as l'impression d'en apprendre et de grandir à chaque fois. En tout cas moi je trouve ça très sympa. Voilà, n'hésite pas, comme je l'ai dit, à nous laisser un commentaire à propos de cet épisode ou des questions ou des thèmes sur lesquels tu aimerais qu'on discute, car on va bientôt se revoir avec Elio pour réenregistrer des épisodes. Tu peux nous laisser tout ça sur ericflag.com/20. Et puis sinon, comme d'habitude, si le podcast te plaît, un petit partage, un peu de bouche à oreille, tout ça aide beaucoup le podcast à grandir. Mais bon, quoi qu'il en soit, même s'il grandit pas, moi je vais continuer parce que ça me plaît beaucoup. Voilà. Ah là là, merci beaucoup pour ton temps. Comme d'habitude, comme chaque semaine, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.